Bonjour à tous, c'est Florian du site IT Connect. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Qu'est-ce que le DNS? Pour accéder à un site internet, dans son navigateur, on va saisir le nom de domaine du site auquel on veut accéder. Mais comment notre ordinateur sait quel serveur il doit contacter pour afficher le site web? Autrement dit, comment retrouver l'adresse IP associée à un nom de domaine? Voilà une bonne question. Mais en tout cas, c'est là qu'intervient le DNS. Alors, pour commencer, nous allons voir le principe du DNS en lui-même. Alors, le principe du DNS est très simple. Il va permettre de traduire les noms de domaine en adresse IP. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de itconnect.fr, le DNS va vous permettre d'obtenir l'adresse IP associée à ce nom de domaine-là afin de contacter le serveur qui héberge le site itconnect.fr. Donc voilà, le rôle du DNS, c'est vraiment la traduction, la résolution des noms de domaine en adresse IP. Les noms de domaine sont beaucoup plus explicites et beaucoup plus faciles à utiliser. Imaginez-vous à chaque fois que vous oseriez accéder à un site internet, si vous deviez connaître l'adresse IP, ce serait vraiment très, très compliqué. Là, avec les noms de domaine, on a des noms facilement mémorisables et utilisables au quotidien. Il y a d'autres usages pour le DNS. Il va permettre notamment de déclarer les serveurs de messagerie associés à un nom de domaine. Il va permettre également de sécuriser des informations au travers du DNS, mais aussi de lutter contre le spam grâce notamment aux enregistrements SPF. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc maintenant, intéressons-nous de plus près à la résolution DNS en tant que telle. Alors, comment retrouver l'adresse IP associée à un nom de domaine? Donc, prenons un exemple avec l'adresse www.itconnect.fr. Donc, on a en fait ce que l'on appelle la racine ici, donc le point, et les domaines de niveau supérieur, les TLD, Top Level Domain. Donc ça correspond à tout ce qui est FR, com, org, mais également DE pour l'Allemagne. Vous avez bien compris que FR était pour la France. En fait, chaque pays dispose de son propre TLD. Et on a en complément des TLD comme .org, .com, et depuis quelques années maintenant, des TLD beaucoup plus originaux comme .tech, .cloud ou encore .shop. Il faut savoir qu'un domaine est loué pendant une durée d'1 an ou un peu plus, mais qu'il faut payer à chaque fois pour en garder la propriété le temps de la location. Et donc, on a donc les domaines de premier niveau qui sont le FR, le com, le org, etc. Ensuite, on a les domaines de deuxième niveau. Donc là, c'est vraiment le nom du site en lui-même. Par exemple, itconnect.fr, microsoft.com. Et on a ensuite tout ce qui va être les sous-domaines. Donc ici, et généralement pour un serveur web, le sous-domaine c'est 3W, ce qui nous donne www.itconnect.fr. Et on pourrait avoir forum.itconnect.fr, mail.itconnect.fr et tout ça, et à chaque fois rattaché à une adresse IP différente, et c'est le DNS qui nous permettrait de faire cette résolution de nom. Donc maintenant, si on reprend un schéma extrait de notre cours sur les DNS, comment ça se passe? Donc en fait, le poste client, au niveau de sa configuration réseau, il a un DNS, voire même dans la majorité des cas, il en a deux. Donc ce sont les deux DNS fournis par votre entreprise ou alors par la box que vous avez à la maison. Donc quand vous essayez d'accéder à un site, le PC, il va envoyer une requête DNS au serveur DNS qui est configuré dans la carte réseau de votre PC, et ce serveur DNS a pour objectif de vous renvoyer l'adresse IP du site pour vous permettre d'y accéder. Donc comment il va faire? Il va regarder si dans son cache, il a déjà cette information pour vous la distribuer rapidement, mais s'il ne l'a pas, il va contacter un des serveurs DNS racine au niveau mondial qui lui va lui indiquer quel est le serveur DNS qui fait autorité pour ce nom de domaine, et ensuite votre DNS va contacter le DNS qui fait autorité pour ce domaine-là. Donc là, on est vraiment sur la requête numéro 3. L'information va revenir jusqu'au serveur DNS que vous utilisez sur votre PC, que l'on appelle un serveur DNS récursif. Et celui-ci va retourner l'information à votre PC. Au niveau des DNS récursifs, donc on a les DNS de Google, vous savez, le fameux 8.8.8.8 que vous avez peut-être déjà entendu parler, mais aussi ceux de Cloudflare ou encore ceux de votre fournisseur d'accès à Internet. Pour finir, au niveau de la résolution DNS,
Je tiens à préciser qu'il est également possible de faire l'inverse, c'est-à-dire à partir d'une adresse IP, retrouver le nom de domaine qui est associé. On appelle ça la résolution inverse. Donc voyons maintenant les composants du service DNS. Donc il faut se rappeler, se souvenir que DNS signifie Domain Name System. Autrement dit, système de nom de domaine en français. Donc ce système DNS, pour fonctionner, il a besoin de plusieurs choses. Il a besoin du protocole DNS, c'est-à-dire le protocole qui va gérer les échanges, notamment entre le poste client et votre serveur DNS, lorsque l'on va émettre une requête DNS pour résoudre un nom de domaine. Ces requêtes DNS, dans la majorité des cas, sont effectuées via le protocole UDP sur le port 53. Donc si vous voyez des trames 53 en UDP sur votre réseau, c'est généralement de la résolution de nom. Ensuite, vous avez besoin d'un serveur DNS, c'est-à-dire un logiciel qui va être capable de gérer des zones DNS et de répondre aux requêtes. En entreprise, généralement, on retrouve ce genre de logiciel sous la forme d'un serveur, soit sous Linux ou sur Windows. Si vous avez un Active Directory dans votre entreprise, il est fort probable que le rôle DNS soit installé dessus et qu'il soit défini en tant que serveur DNS sur les postes clients de votre entreprise à partir du moment où ils sont connectés au réseau local de celui-ci. Donc voilà pour les composants du service DNS. Donc on a vraiment le système de nom de domaine en lui-même qui désigne l'ensemble des organismes de gestion des noms de domaine et aussi le protocole DNS en lui-même et les serveurs DNS. Donc voilà, c'est vraiment ces trois composants-là qui sont indispensables au bon fonctionnement de la résolution de nom. Donc maintenant, on va regarder les types d'enregistrement DNS, puisqu'ils sont relativement nombreux. Donc les fichiers de zone, c'est-à-dire que par exemple, la zone itconnect.fr va contenir différents enregistrements. Par exemple, www.itconnect.fr, c'est telle adresse IP, mail.itconnect.fr, c'est une autre adresse IP, etc., etc. Donc on a différents types d'enregistrements DNS. Voici les plus connus. Donc l'enregistrement de type A, qui est le plus répandu, va permettre de faire de la résolution de nom en IPv4. Par exemple, ici, je vous ai mis un exemple. Donc itconnect.fr A10.11.12.13. Donc là, le DNS, pour lui, itconnect.fr, pour contacter ce domaine-là, il faut résoudre l'adresse IP 10.11.12.13. Donc voilà le type d'information que l'on peut trouver. On a la même chose avec les enregistrements 4 fois A pour la résolution de nom en IPv6. Ensuite vient la notion d'alias avec les enregistrements CNAME, par exemple pour dire que www.itconnect.fr, CNAME itconnect.fr pour dire que c'est la même adresse IP qui va être associée à ces deux noms-là en fait. Donc, ce qui est tout à fait le cas généralement sur un serveur web. Ensuite, nous avons les enregistrements de type MX qui vont nous permettre de déclarer le serveur de messagerie qui est à contacter pour envoyer des emails sur le domaine en question. Les enregistrements PTR, quant à eux, correspondent à la résolution inverse. Puis nous avons les enregistrements de type NS qui permettent de contacter les serveurs DNS qui font autorité sur le domaine en question. Ensuite, nous avons également un enregistrement de type SOA qui va nous fournir des informations générales sur la zone, c'est-à-dire le serveur principal, le contact, le délai d'expiration ou encore le numéro de série de la zone. Puis vient les enregistrements de type SRV qui sont utilisés par différents services spécifiques. Et enfin, les enregistrements de type TXT, qui sont des enregistrements, on va dire, libres, que l'on utilise notamment pour le SPF, pour la partie anti-spam, notamment sur Office 365 si cela vous parle. Donc voilà ce qu'on peut dire au niveau des enregistrements DNS, sachant que ceux qu'on manipule le plus souvent, c'est vraiment les enregistrements A, CNAME et MX, qui on est le plus souvent amené à manipuler au quotidien. Pour ma part, j'en ai terminé avec cette introduction au DNS et j'espère que j'ai pu vous permettre d'y voir un peu plus clair sur la notion du DNS et répondre à la question qu'est-ce que le DNS? Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit like dessus et à vous abonner à notre chaîne YouTube. D'autres vidéos arriveront très vite. Bye!